Et bonjour à tous et à toutes et merci de nous avoir rejoints pour cette 20e rencontre organisée par la chaire Valeurs et politique des informations personnelles. Donc nous allons tout de suite commencer par une petite intervention de Romain Gallardi-Fontaine qui est président du comité de pilotage de notre chaire et qui représente donc l'IN Group. Merci beaucoup Claire. Je suis très heureux effectivement de pouvoir introduire cette nouvelle rencontre. Alors la chaire de l'Institut Mines Télécom a été une chaire pionnière il y a maintenant 6 ans dans sa manière d'adresser de manière pluridisciplinaire les sujets liés à l'identité numérique et à la confiance dans cette identité numérique à travers l'utilisation des données personnelles. Et la rencontre qui vous est proposée aujourd'hui est au cœur de cette réflexion puisqu'elle vient adresser à la fois des sujets essentiels autour de l'identité numérique, autour des données biométriques et finalement autour de la confiance qu'on peut avoir dans ces technologies, dans ces solutions en matière de protection des données personnelles. Alors bien évidemment, c'est un sujet moi qui m'intéresse tout particulièrement, ainsi que mon groupe, donc IN Group, que vous connaissez peut-être mieux sous son ancienne appellation d'imprimerie nationale, parce que nous sommes l'opérateur industriel de l'État français en matière d'identité. C'est nous qui réalisons vos documents d'identité, un certain nombre d'identités numériques professionnelles dans le champ de l'État. Et nous accompagnons un certain nombre d'États étrangers également dans le déploiement d'identités numériques. Nous déployons également un certain nombre de systèmes basés sur des technologies biométriques, notamment dans les aéroports. Si vous utilisez des SAS Paraf en France, il y a de très grandes chances pour que ce soit un matériel IN Group. Pourquoi est-ce que je fais cette petite introduction? Parce que il est nécessaire, je pense, pour bien comprendre les débats de cet après-midi, de se rendre compte que l'identité et la biométrie sont des sujets qui se recoupent, mais qui ne se superposent pas. C'est peut-être d'ailleurs l'un des premiers points qui sera abordé dans cette rencontre. L'identité numérique ne se limite pas à l'usage de la biométrie, de même que l'usage de la biométrie dépasse largement le cadre de l'identité. Il est nécessaire effectivement peut-être de faire cette précision, étant donné qu'aujourd'hui, dans le débat public, dès que le mot de reconnaissance faciale est adressé, il entraîne un certain nombre de fantasmes, d'idées sur son utilisation. Et je pense que c'est justement tout à l'honneur de cette chaire de pouvoir proposer des réflexions qui vont nous permettre peut-être de mieux appréhender les différences et les recoupements, et surtout peut-être de pouvoir dessiner avec vous des pistes autour d'un usage responsable de ces technologies afin de consolider des technologies qui sont essentielles, et je parle notamment de solutions d'identité numérique. Très paradoxalement, la France et l'Europe sont très en avance au niveau réglementaire, au niveau normatif, au niveau international, en matière de biométrie et de protection des données personnelles. Pour autant, nous sommes parfois un peu en retard en matière d'identité. Peut-être sommes-nous à un moment où justement nous pouvons nous appuyer sur cette appréhension particulière de la protection des données personnelles à travers le RGPD, à travers le e-privacy, à travers le règlement eIDAS, pour pouvoir porter un modèle européen d'identité pouvant s'appuyer sur l'ensemble des technologies éprouvées, dont les technologies biométriques, qui permettraient au contraire de se baser sur la confiance et sur le respect des données personnelles, là où dans d'autres espaces du monde, l'approche de ces données personnelles, de ces données biométriques, est parfois un peu plus hasardeuse. Voilà, je vais m'arrêter là en vous souhaitant d'excellents débats, en nous souhaitant d'excellents débats. Claire a réuni un très beau panel de personnes qui vont pouvoir, je l'espère, mettre beaucoup mieux en perspective nos débats que ce que j'ai pu faire. Un clin d'œil à mon ami Marc Norlin qui a toujours des idées novatrices et rafraîchissantes en matière d'identité, et écoutez-le bien, c'est toujours une source d'inspiration. Je vous souhaite de très bons débats. Merci Romain. Je vais poursuivre et un petit peu te contredire. Romain, la chaire n'a pas 6 ans, mais 7 ans et demi, et nous allons fêter nos 8 ans en avril 2021. Le temps passe. Le temps passe très très vite, n'est-ce pas? Et donc, effectivement, nous avons travaillé depuis le début de la création de la chaire, donc depuis avril 2013, sur ce thème des identités numériques, qui constitue l'axe 1 de notre programme de recherche. Nous ne sommes pas restés inactifs puisque nous avons publié en 2016 un ouvrage totalement pluridisciplinaire sur les identités numériques. J'insiste bien, au sein de la chaire, nous tenons vraiment à employer ce pluriel. Pour nous, il n'y a pas une identité numérique, mais des identités numériques.
numérique. Donc un livre pluridisciplinaire avec des approches à la fois philosophiques, de sciences informatiques, sécurité réseau, et également des approches économiques et pour ma part une approche juridique. Nous avons également travaillé en 2018 avec la sortie d'un second ouvrage pluridisciplinaire sur la confiance. Et puis l'année suivante, en 2019, nos collègues philosophes et des sciences politiques ont pour leur part publié un ouvrage intitulé « Les identités numériques en tension entre autonomie et contrôle ». Donc dans le prolongement de toutes nos recherches pluridisciplinaires, nous entamons pour l'année 2020-2021 un cycle de conférences intitulé « Identité numérique de confiance ». Donc, ces ouvrages, vous pouvez les retrouver sur le site de la chaire. Vous pouvez tout d'abord télécharger les 2 premières publications en vous rendant donc dans cet onglet Recherche, publications téléchargeables. Et puis pour quelque chose et suivre l'actualité au plus près, je vous invite également à suivre notre fil Twitter, à la fois sur le site de la chaire et directement sur le site Twitter. Donc pour commencer ce cycle consacré aux identités numériques de confiance, notre première conférence va être consacrée à la reconnaissance faciale. Et à cet égard, je remercie vivement Emmanuel Netter et Marc Norlin de s'être joints aujourd'hui à nous pour discuter de ce sujet. Donc, je vais faire une première intervention qui va être consacrée aux cas d'usage qui sont multiples, vraiment multiples en matière de reconnaissance faciale. Donc, pour commencer, comment est-ce qu'on utilise une technique de reconnaissance faciale? Il s'agit bien évidemment d'une technique biométrique qui va permettre de reconnaître des visages. Et pour commencer, on va commencer par une première phase qui est la phase d'enrôlement. Au cours de cette phase, on va venir collecter certains points, certains traits du visage à partir soit d'une photo ou d'une vidéo. Cette image, on va la transformer en ce qu'on appelle un gabarit à partir, en général, d'une quarantaine de points, donc à l'aide d'algorithmes. Ces points vont s'intéresser aux rides, à la forme des lèvres, à la forme du nez, etc. Donc, on va voir un gabarit qui va être enregistré. Dans une deuxième phase, la phase de reconnaissance faciale proprement dite, en fait, les algorithmes vont, à partir de l'image qui est captée parfois en direct, souvent en direct même, vont venir calculer un modèle, donc un second gabarit, et la machine, l'algorithme, va venir comparer ce modèle avec le gabarit qui a été préalablement enregistré. On va donc utiliser un certain nombre d'algorithmes pour pouvoir comparer le gabarit et l'image, ou en tout cas l'image et plusieurs gabarits, selon les usages, on va voir tout à l'heure. Et ce qu'il faut bien retenir en premier lieu, c'est que la reconnaissance faciale, c'est une technique probabiliste. Donc il est probable que tel modèle puisse être rattaché à tel gabarit. C'est vraiment important de retenir vraiment qu'il s'agit d'une technique probabiliste. Alors, comment se situent les Français par rapport à cette technique, à cette technologie? Nous avons réalisé avec Médiamétrie au sein de la chaire Valeurs et politique des informations personnelles un sondage auprès de plus de 2000 Français en 2019 et 89% des tombés estiment que la biométrie est une donnée extrêmement personnelle. Et seuls 30% accepteraient de partager cette donnée avec l'État. On voit bien qu'il y a une certaine méfiance vis-à-vis de ces technologies de la part des Français. Pour autant, le débat n'est pas aussi tranché puisque la technologie de reconnaissance faciale a des défendeurs. Et pour ces défenseurs, cette technologie permet d'effectuer des identifications fiables et sécurisées. Elle participe notamment à la lutte contre le terrorisme et elle sauve même des enfants. On peut ici notamment citer le cas de l'Inde où des enfants ont pu être retrouvés grâce à la reconnaissance faciale. Autre avantage, la technologie offre à la France les moyens de rester dans la course technologique. Il s'agit donc ici d'un sujet de souveraineté numérique en n'étant pas entièrement dépendant de technologies fournies par des acteurs hors de nos frontières. Il y a évidemment des opposants à la reconnaissance faciale, notamment la quadrature du net, met en avant l'existence possible d'une atteinte à la vie privée, d'un détournement des données personnelles, voire d'une surveillance généralisée qui se mettrait en place petit à petit. En outre, la reconnaissance faciale fait l'objet de contestations, et notamment en ce qui concerne sa fiabilité. On peut ici effectivement citer l'exemple toujours en Inde d'un bug informatique concernant une solution biométrique. Alors là, il ne s'agissait pas de
d'aller reconnaître les traits du visage, mais cette solution biométrique était fondée sur des empreintes digitales et un certain nombre d'erreurs ont entraîné l'exclusion de nombreuses personnes du système d'allocation familiale. Donc on voit bien, la reconnaissance faciale va au-delà des questions juridiques, des questions techniques. Il s'agit véritablement de choix qui touchent à notre société, à la façon dont nous entendons vivre ensemble. Et ces questions, elles se posent notamment sur le plan de l'efficacité technique, mais aussi de la fiabilité juridique. On y reviendra tout à l'heure avec le professeur Emmanuel Netter. Et elles questionnent le respect de nos droits et libertés fondamentaux. Notamment, avec ce déploiement quasi généralisé de la technologie, on peut se demander comment on peut encore exercer notre droit à l'oubli numérique et s'il existe encore un anonymat dans l'espace public. Donc, ces questions, ces choix de société sont tels que certains ont décidé d'appliquer un moratoire en 2019, des villes états-uniennes, des États-Unis, San Francisco, Somerville notamment, et puis aussi des entreprises, qui est nouveau. IBM et Amazon, depuis juin 2020, appliquent un moratoire. À la rentrée, donc le 10 septembre 2020, Portland, dans l'Oregon, est encore allé plus loin, puisqu'elle est la première ville à appliquer le moratoire à des fins policières, mais aussi à interdire l'utilisation de la reconnaissance faciale à des fins commerciales, ce qui est tout à fait nouveau. Au niveau de l'Union européenne, la Commission européenne s'interroge également. On a eu quelques fuites avant la sortie du livre blanc sur l'intelligence artificielle. Selon certains journalistes, la Commission aurait envisagé à un moment, elle aussi, d'appliquer un moratoire qui serait allé jusqu'à 5 ans. Et puis finalement, lorsqu'on regarde le contenu même du livre blanc sur l'IA, la Commission se contente, je dirais finalement, de rappeler les règles existantes, le RGPD, l'application effective, concrète du RGPD, et non pas d'avoir opté pour un moratoire. D'autres appellent à la tenue d'un débat démocratique sur les garanties communes à mettre en place. C'est le cas de la CNIL, c'est le cas aussi du Conseil national du numérique. Qu'au niveau gouvernemental, fin 2019, Cédrico, le secrétaire d'État au numérique, a fait savoir qu'il souhaitait lancer préalablement une phase d'expérimentation de reconnaissance faciale en temps réel sur des images de vidéosurveillance. Selon ce que disait le secrétaire d'État à l'époque, cette expérimentation aurait pu durer entre 6 mois et 12 mois et aurait permis de mieux affiner les questions qui se posaient sur le débat de la reconnaissance faciale. Et puis finalement, très récemment, le 25 octobre, le gouvernement a renoncé à faire voter cette loi d'expérimentation et finalement, la proposition de loi sur la sécurité globale ne contient pas une telle proposition. Alors, les cas d'usage, ils sont finalement pluriels. Et je vous propose une grille de lecture à travers 3 axes pour cette présentation. Nous allons d'abord nous intéresser aux cas d'usage qui en fait visent à authentifier une personne, puis ceux qui visent à identifier la personne, et enfin ceux qui sont plutôt dans une perspective d'individualisation. En ce qui concerne tout d'abord l'authentification de la personne, effectivement, on trouve des usages de reconnaissance faciale qui visent, je dirais simplement, à vérifier que la personne est bien celle qu'elle prétend être. Donc là, techniquement, c'est plutôt simple. Donc, le gabarit est préalablement enregistré. Il y a un seul gabarit, c'est le mien, celui de Claire Levallois-Barthes, et je m'authentifie, je me présente devant une caméra. On a donc des algorithmes qui tournent, qui calculent un modèle et qui disent « oui, vous êtes bien la personne que vous prétendez être ». Alors, cette authentification par reconnaissance faciale, elle est utilisée pour des contrôles d'accès physique, notamment, comme l'a dit tout à l'heure Romain Garine-Fontaine, pour les passages au portique aux aéroports, également pour les embarquements dans un avion par les compagnies aériennes. Elle a été aussi testée pour authentifier des personnes qui souhaitent assister à un match de foot. On la trouve effectivement et aussi pour déverrouiller un smartphone. Et là, l'avantage dans le design même des techniques, dans le design de Data Protection by Design, comme le prône le RGPD, c'est qu'ici, le gabarit, il est enregistré sur le support individuel dans une carte. Il n'y a pas de base de données centralisée. Et en fait, l'image qui a permis de construire ce gabarit a été supprimée dès que le gabarit a été enregistré. L'authentification, elle permet aussi des contrôles d'accès à des applications ou à des services, notamment pour accéder à des distributeurs
de billets. Elle est testée aussi et déployée en Chine par les supermarchés Carrefour pour authentifier la personne qui souhaite payer à des caisses lors du passage en caisse. Elle peut aussi être utilisée pour ouvrir un compte bancaire à distance et bien évidemment, mais on y reviendra tout à l'heure, elle est aussi utilisée lors de la création de l'enrôlement en fait pour créer une identité numérique mobile dans le cadre d'Alicen. Alors dans ce second type d'authentification, là, on se sert par contre d'une base de données centralisée. Donc, on a des gabarits correspondant à plusieurs personnes qui sont enregistrées. Et ce qu'on peut dire pour contrebalancer, c'est qu'il s'agit ici plutôt d'un cadre purement domestique, je dirais, pour rendre service, pour faciliter la vie à l'utilisateur. En règle générale, vraiment, ici, dans l'authentification, la personne est conscient du traitement de données, et même ce traitement est basé sur son consentement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a une base de données, on n'a pas de base de données dans certains cas, et surtout, en fait, dès que la comparaison est effectuée, eh bien, le modèle calculé est supprimé. Deuxième axe de réflexion, c'est que la reconnaissance faciale peut servir aussi à identifier une personne. Nous n'avons pas là le nom, le prénom de la personne. Là, il s'agit de retrouver la personne au sein d'un groupe. Là, le système va établir une identité en vérifiant si le modèle qui est calculé en direct à partir de l'image présentée correspond à un des modèles qui est contenu dans la base de données. Ici, les usages aussi sont multiples. Ça va servir à identifier des comportements suspects ou de personnes recherchées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée, également dans les aéroports pour assurer la sécurité. Et puis aussi, par exemple, ça a été testé dans le cadre du carnaval de Nice. Donc en France, les usages ici de l'identification par les forces de police et de gendarmerie sont faits via le fichier des traitements des antécédents judiciaires, beaucoup utilisé puisque ce fichier TAJ contient plus de 8 millions de photos d'après un dernier rapport d'un parlementaire français. Et puis, l'identification va aussi servir à rechercher des personnes disparues dans des centres commerciaux. Donc là, vous voyez, on quitte un petit peu l'espace public pour aller dans des espaces un peu plus privés, quoi qu'on soit entre les deux là. Et puis, l'identification sert notamment dans le cadre de Facebook ou dans le cadre de réseaux sociaux à identifier mes amis, à les taguer. Donc ici, bien évidemment, nous avons des bases de données centralisées. Ce qu'on peut aussi remarquer, c'est que c'est pour des finalités de sécurité, mais on observe une certaine souplesse dans cette finalité de sécurité. Ça peut aller sur le maintien de l'ordre, la sécurité publique et la sécurité dans des centres commerciaux ou dans d'autres lieux qui peut être parfois privés. Ça peut être aussi sur des salles d'exposition. Et puis, ce que j'appellerais une sécurité de confort ou carrément sans sécurité, le confort par lui-même quand on cherche à taguer mes amis sur un réseau social. Troisième axe, c'est l'analyse des comportements et des caractéristiques. Là, on va basculer dans l'individualisation. Donc là, on ne cherche pas à avoir le nom, le prénom de la personne, pas d'identification, mais bien une individualisation au sein d'un groupe de personnes. On va ici plutôt chercher à singulariser une personne, voire à reconnaître certaines de ses émotions. Alors, on va chercher, par exemple, à suivre les déplacements de certaines personnes, des pickpockets, des agresseurs, des voleurs, toujours à des fins de sécurité, pour rechercher des comportements suspects. Mais aussi l'analyse des émotions, l'analyse des comportements dans le cadre de la personnalisation de l'offre client, dans le cadre de publicité personnalisée. On va analyser les temps de parcours, la façon dont je vais réagir lorsque je me trouve au rayon d'un supermarché. Et par exemple, la reconnaissance faciale est utilisée pour étudier les expressions du visage du client lorsqu'il attend dans une file d'attente à une caisse d'un supermarché. Donc là, on peut analyser aussi l'humeur, on peut déterminer s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Les tenants, les publicitaires mettent cependant en avant quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'un argument consiste ici à dire, certes, nous utilisons de la reconnaissance faciale, mais pendant un laps de temps très très court, moins d'une seconde, le temps effectivement d'analyser l'expression du client, mais tout de suite dans la foulée, nous supprimons les données et nous les avons en plus entre-temps anonymisées
pour avoir des véritables profils clients. Donc, nous nous éloignons de l'individualisation pour plutôt avoir des profils. L'individualisation, elle sert aussi, bien sûr, à l'analyse systématique des comportements sans recherche ciblée à des fins de sécurité. Et ce qu'on peut remarquer ici, c'est qu'on a aussi énormément de sources qui nous permettent de filmer les gens. Certes, les caméras fixes, mais on peut aussi penser aux caméras corporelles. Par exemple, en Hollande, les policiers portent les caméras corporelles sur eux depuis 2016. Puis un grand débat en ce moment sur l'utilisation des drones et donc des images qu'ils pourraient fournir. Ici, dans cette analyse systématique, bien évidemment, on a besoin d'une très très large base de données. Je parlais tout à l'heure du fichettage avec 8 millions de personnes, mais dans une vision un peu négative, on pourrait aussi argumenter que cette analyse systématique nécessite en fait d'enrôler l'ensemble de la population dans ces bases de données. En tout cas, en règle générale, ici sur l'individualisation, cette individualisation, elle se fait bien à l'insu des personnes. C'est bien aussi un problème, l'absence de transparence, sauf quand même, signalons dans certains cas, par exemple, on peut utiliser l'individualisation pour suivre un voyageur dans le métro. Ça nous évite, en fait, grâce à la reconnaissance faciale, de ne pas avoir à cliquer avec notre passe Navigo à différents endroits. On est suivi par une caméra et les reversements donc sont faits à la fois à la RATP, à l'Optile, sans qu'on ait besoin de cliquer, ce qui nous facilite la vie et nous apporte un certain confort. Alors, par rapport à tout ce que je viens de décrire, on peut se demander si on n'assiste pas, c'est ce que la CNIL souligne dans un de ses documents, si on n'assiste pas à un glissement progressif par accumulation et on ne serait pas en fait conscient, totalement confiant de cette accumulation qui nous mènerait peut-être vers un traçage permanent. Ce qu'on remarque en tout cas, c'est qu'effectivement, on assiste à un certain glissement qui s'inscrit dans un continuum technologique. On a beaucoup de caméras de vidéoprotection, vidéosurveillance, selon qu'on est pour ou contre. En tout cas, beaucoup de caméras qui ont été installées sur la voie publique. On était bien conscient que ces caméras étaient installées, on peut les voir à l'œil nu. Mais ce qu'on voit moins, c'est effectivement des fonctionnalités additionnelles qu'on peut ajouter à ces systèmes de vidéoprotection. On n'est pas vraiment conscient de ces fonctionnalités ajoutées, de ces fonctionnalités de reconnaissance faciale. Un exemple typique, c'est ce qu'a voulu faire la ville de Saint-Étienne. Elle a voulu en fait équiper un quartier de Saint-Étienne de capteurs sonores afin de détecter grâce à des algorithmes des sons qu'on pourrait qualifier d'anormaux, des cris, des klaxons, des bruits de choc. Et une fois que le système aurait détecté ces sons anormaux, il aurait alerté le centre de supervision et celui-ci aurait braqué les caméras de vidéosurveillance sur la zone dont provenait le bruit anormal et alors là, rentrer en jeu le système de reconnaissance faciale. Donc, ce projet d'expérimentation a été abandonné par la ville de Saint-Étienne suite à l'avertissement de la CNIL. La commission a bien souligné qu'en l'état actuel du droit, un tel projet ne pouvait pas être déployé. Alors, l'exemple typique, ou plutôt le contre-exemple, c'est bien sûr l'exemple chinois auquel on pense tous ici. À peu près, d'après ce que j'ai trouvé comme information, 20 millions de caméras déployées donc en Chine et des systèmes de reconnaissance faciale qui tournent pour des finalités qui ne sont pas forcément conformes à nos valeurs démocratiques, à nous, Européens, notamment pour identifier les activistes de la minorité ouïghour, également utilisés à Hong Kong lors de manifestations, puis ça va très très loin. On peut utiliser les systèmes en Chine pour verbaliser des piétons, même favoriser, on va dire, les bons citoyens, favoriser leur parcours dans le métro, leur permettre de gagner du temps, ou également repérer des élèves dans une université qui somnolent ou qui consultent leur téléphone pendant les cours. Donc, ces systèmes en Chine se développent et dernièrement, les personnes qui souhaitent obtenir une ligne de téléphone portable ont l'obligation de passer devant une caméra pour être identifiées. Donc, à ce moment-là, il y a un enrôlement de leur image dans une base de données centralisée. On trouve aussi des choses qui pourraient éventuellement se déployer, c'est l'identification des traits du visage des conducteurs qui auraient trop bu. Donc, on pourrait savoir, non pas en les ensouffler dans un alcotest, mais en analysant leurs traits du visage. C'est aussi, peut-être que là, c'est quelque chose qu'on peut discuter qui peut être peut-être un apport, c'est d'identifier à travers les traits du visage des personnes qui pourraient être malades du diabète. C'est aussi lire sur les lèvres du visage, donc des finalités qu'on pourrait trouver discutables.
Et puis, on peut aller aussi aux États-Unis, quitter la Chine et voir ce qui se passe aux États-Unis. Et c'est ce fameux exemple de l'entreprise Clearview AI qui a mis en avant, on va dire, son slogan « Computer Vision for a Safer World ». On peut se demander là, effectivement, si Clearview AI a vraiment comme finalité d'établir un monde plus sécurisé. Alors, comment est-ce que fonctionne le service proposé par Clearview AI? Eh bien, en fait, l'entreprise a constitué une énorme base de données, donc privée, qui contiendrait, selon les sources, 3 milliards de photos. Et elle met en avant 2 arguments. Le premier, c'est que, en fait, la base de données est constituée, selon Clearview AI, de données qu'il qualifie de publiques, donc qui sont mises à la disposition, qui seraient mises à sa disposition. Donc, ils ont en fait été crawlés les réseaux sociaux publics, les sites d'actualité, les sites associatifs, et ils ont récupéré les photos et toutes les possibilités d'identification, les attributs qu'on peut mettre avec ces photos. Et donc, deuxième argument, donc une base de données qui serait publique, et puis aussi le fait que ce service ne serait utilisé que par les forces de l'ordre, notamment le FBI ou des polices locales. Le problème pour Clearview AI, c'est qu'il a été mis en avant, on va dire, par d'autres sources journalistiques, qu'ils proposaient leur service à plus de 2000 clients, et pas uniquement pour des finalités, je dirais, de sécurité, mais aussi pour des finalités, pour des entreprises de sécurité privée notamment, pour la NBA, pour des banques, et aussi pour des chaînes de magasins qui, en fait, ont utilisé la reconnaissance faciale pour le lutte de vol de glace Häagen-Dazs. Et donc, ces services seraient utilisés actuellement dans plus de 27 pays, dont certains pays situés dans l'Union européenne. Alors, il y a eu des réactions aux États-Unis face à Clearview AI, à commencer par Twitter, YouTube et Facebook, qui, dès janvier 2020, ont envoyé des lettres de mise en demeure pour faire cesser cette pratique et ont mis en avant en fait l'absence de consentement des personnes et donc ont contré l'argument de Clearview AI en disant que ce qu'il disait que ces données étaient publiques et donc il pouvait les utiliser comme il l'entendait. Et puis on a eu un certain nombre de réactions judiciaires dans le New Jersey qui a interdit au service de police de l'État de recourir à Clearview AI, également une action collective, une class action des habitants de l'Illinois. Et puis, dans le Vermont, le procureur général qui a intenté un procès contre cette entreprise. Et de façon classique, évidemment, aux États-Unis, le Congrès fédéral, le Congrès états-unien, qui s'est saisi de cette question. Et puis enfin, cet été, l'annonce d'une enquête conjointe des autorités de protection britanniques et australiennes à propos donc de la conformité par rapport à nos valeurs, par rapport notamment au RGPD, même si les Anglais ont quitté l'Union européenne, mais par rapport à nos textes de référence, et savoir si Clearview AI était effectivement une solution, un service qui était légal ou illégal. Donc, nous sommes dans l'attente de ces enquêtes. Alors, voici donc pour ce panorama des cas d'usage de la reconnaissance faciale. Je vais maintenant passer la parole au professeur Emmanuel Netter qui va nous expliquer les enjeux juridiques de la reconnaissance faciale. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup Claire et je remercie l'IMT de m'inviter à discuter de ces questions. Je vais à présent partager mon support avec vous avant de commencer ma présentation. Je pars du principe que vous m'entendez, sinon quelqu'un aurait déjà protesté d'une façon ou d'une autre. Super. Voilà. J'ai choisi, vous voyez, un visuel qui fait bien peur pour entamer mon propos. Bon, en réalité, j'ai choisi une illustration libre de droit sur la reconnaissance faciale et je suis tombé sur celle-ci. J'ai mis en bas l'adresse à laquelle vous pouvez accéder à ce même support visuel sur votre propre poste, si ça peut vous être utile maintenant ou plus tard. Voilà une URL raccourcie qui permet de le voir et de le manipuler par vous-même. Alors je vais me dispenser d'introduction pour essayer d'être plus bref et plus synthétique. Je vais partir du principe que le propos de Claire Levallois-Bart peut servir en quelque sorte d'introduction à mon propre propos qui vient en surcouche pour essayer d'expliquer maintenant quelles sont les règles qui vont permettre d'encadrer dans une certaine mesure les usages de la reconnaissance faciale.
Et je ne vais pas me priver de reprendre la distinction qu'elle a initiée entre les utilisations de la reconnaissance faciale à des fins d'authentification et les utilisations à des fins d'identification. L'essentiel de mon propos, si on devait le résumer, ce sera de vous dire qu'en matière d'authentification, je pense que il y a un certain nombre de règles efficaces qui permettent actuellement d'assurer un contrôle satisfaisant des techniques de reconnaissance faciale, alors que je suis beaucoup plus inquiet s'agissant des usages d'identification. J'essaierai de vous expliquer pourquoi. En matière d'authentification, je vais choisir quelques exemples qui me paraissent illustrer les grandes dynamiques de la question, mais ce ne sera pas un propos exhaustif, bien sûr. Donc ici, je fais figurer une représentation du mécanisme Face ID qui permet de déverrouiller un téléphone portable en présentant son visage. Il en a été question tout à l'heure. Je place ici une photo de lycée parce que il y a eu des expérimentations à la porte des lycées, de 2 lycées de la région PACA en matière de reconnaissance faciale. Je vais vous raconter cette expérience si vous ne la connaissez pas déjà. Alors, Face ID, c'est un bon exemple de ce que parfois la reconnaissance faciale est accueillie avec une certaine faveur ou une certaine indifférence plutôt par le règlement général sur la protection des données. Qui dit reconnaissance faciale ne dit pas nécessairement atteinte forte aux droits des personnes, ne dit pas forcément nécessité immédiatement d'être vigilant, de se dresser sur ses ergots. Il y a des usages banals de la reconnaissance faciale, il y a des usages inoffensifs. Et c'est pourquoi il est important, comme tout à l'heure Claire l'a déjà souligné, de ne pas tout mettre sur le même plan. Il est important de faire des différences. Et cet usage-là, il est anodin. Pourquoi est-il anodin ? Parce que tout se passe sur votre téléphone, tout se passe localement. Le gabarit, cela a été expliqué, se trouvera sur une puce spécifique dédiée du téléphone et il est sanctuarisé dans cette puce. Il est sanctuarisé ce gabarit et au moment où vous allez présenter votre visage à votre téléphone portable, un match, une comparaison purement locale va être lancé, ce qui n'implique pas de faire passer une caractéristique biométrique ni à Apple, ni à Google, ni à Samsung, ni à aucun responsable de traitement. C'est une opération qui se fait finalement entre soi et soi-même et qui ne présente guère de danger. Voilà pourquoi on peut la qualifier de traitement domestique au sens du RGPD, ce qui veut dire que l'opération va tout simplement sortir du champ qui est régi par le texte et ne va pas appeler donc l'application des règles habituelles relatives au traitement de données à caractère personnel. Je pars à l'extrême inverse du spectre en matière d'usage de la reconnaissance faciale. Je viens de vous donner un exemple dans lequel le RGPD est très conciliant et où l'usage est facilement autorisé, sans nuance. À présent, un usage qui a été totalement interdit, qui a fait l'objet d'un avis négatif de la CNIL et d'une décision ensuite d'une juridiction administrative. Donc, cette expérimentation qui a été conduite dans la région PACA par 2 lycées qui devaient, pour sécuriser l'accès à leur enceinte, mettre en place des portillons assortis de caméras et de logiciels permettant une reconnaissance faciale des élèves, l'idée étant d'empêcher des intrus de pénétrer dans l'établissement en n'ouvrant pas la porte s'ils présentaient un visage qui n'était pas présent dans la base. Bon, cette expérience qui était poussée par un très fort volontarisme politique posait de grandes difficultés du point de vue du RGPD. Elle en posait au moins 2. D'abord, un problème de fondement de licéité, car vous le savez certainement, lorsque vous voulez traiter des données à caractère personnel, vous devez faire état d'un fondement de licéité parmi une liste de fondements de licéité possibles que le RGPD énumère en son article 6. L'une de ces bases possibles, c'est le consentement, et c'est la base qui avait été choisie pour cette expérimentation. C'est une des illustrations, à mon sens, paroxystique de la mauvaise utilisation qu'on fait souvent du consentement en matière de traitement de données à caractère personnel. Comment voulez-vous que des élèves d'un lycée soient en position d'émettre un consentement véritablement libre et éclairé lorsque c'est leur chef d'établissement ou la région qui leur pose la question? Il y a évidemment ici une situation de subordination qui ne permet pas d'utiliser le consentement, tout comme on ne l'utilise pas non plus lorsque c'est un chef d'entreprise qui demande à ses salariés s'ils consentent. Le G29 puis le CEPD sont parfaitement clairs sur le fait que dans ces cas-là, il faut trouver un autre fondement de licéité, le consentement n'étant pas admissible. Donc première objection que soulève la CNIL puis le tribunal administratif de Marseille, le fondement de licéité n'est pas le bon.
premier instrument de contrôle, qui est un instrument de contrôle très classique en matière de RGPD, qui n'est pas du tout spécifique à la reconnaissance faciale, et qui ici est efficace. Et puis, plus important encore, me semble-t-il, le principe de minimisation, qui est un des grands principes relatifs au traitement de données à caractère personnel. Cette fois-ci, c'est l'article 5 du règlement. Le principe de minimisation, que dit-il? Tout simplement que lorsque l'on poursuit une certaine finalité de traitement, ici c'est sécuriser l'accès aux locaux, sécuriser l'accès à l'enceinte d'un lycée, il faut toujours utiliser le type de données, la quantité de données, la qualité de données la plus faible possible et qui permettent néanmoins d'atteindre la finalité poursuivie. Il faut utiliser, en d'autres termes, les dispositifs les moins intrusifs, les moins attentatoires à la vie privée des individus. Or, vous dit la CNIL, avec ce bon vieux principe de minimisation comme seule arme, il y a bien d'autres façons de sécuriser l'entrée d'un établissement d'enseignement. Par exemple, on paye des surveillants. On paye plus de surveillants si c'est nécessaire, on leur présente une carte de lycéen quand on arrive, et puis ça suffira vraisemblablement à assurer la bonne sécurité des locaux. Rien qu'avec ce principe de minimisation, solution très fruste et à la fois très efficace, on en arrive à considérer que ces expériences ne peuvent pas se poursuivre. Il y a une annulation par le TA de Marseille de la délibération du Conseil régional qui autorisait l'expérimentation. Vous trouverez la décision en lien si cela vous intéresse. Voilà donc un premier aperçu des attitudes que l'on peut avoir lorsque l'on cherche à appliquer le RGPD à la reconnaissance faciale. Vous voyez, une large gamme dont je n'ai pris pour l'instant que les deux extrémités, de la clémence et de la tranquillité, de la sérénité à l'égard du traitement, jusqu'à une hostilité nette qui va jusqu'à aboutir à l'interdiction. Et puis entre les deux, des positions plus nuancées. Je prends ici deux exemples. D'abord, le traitement de données à caractère personnel à l'ISEM. Vous avez tous entendu parler, je pense, de cette solution d'authentification qui est en train d'être mise au point par le ministère de l'Intérieur, qui est une authentification qui est supposée plus forte que celle à laquelle on a accès via France Connect. Vous utilisez peut-être France Connect. Pour utiliser France Connect, vous devez utiliser des informations qui vous ont été transmises à un guichet ou par voie postale, par un service public comme celui des impôts, l'assurance maladie. Alors qu'avec Alicem, vous devez, en principe, vous soumettre à une photographie de votre visage qui va être comparée à l'image contenue dans votre passeport, un passeport qui communiquera via une puce NFC avec le téléphone. On va regarder localement, enfin même pas localement, je vais l'expliquer, on va regarder s'il y a match entre la photo que votre téléphone prend de vous et l'image que le passeport est supposé contenir de vous, et cela forge un lien assez fiable, assez puissant, qui sert ensuite de base pour une identité numérique solide. Voilà, une identité forte au sens du règlement eIDAS. Je dis que ça n'est pas tout à fait un match local puisqu'il fallait que la photo parte vers des serveurs de l'Agence nationale des titres sécurisés pour que le match soit calculé sur ces serveurs. Il m'avait en effet été expliqué par des représentants du ministère de l'Intérieur que procéder au match sur le téléphone, ça aurait posé des problèmes de sécurité, ça aurait fait courir le risque que certaines applications tierces puissent accéder à la caractéristique biométrique au moment de la comparaison. Donc, on faisait partir tout ça par un flux chiffré vers les serveurs de la NTS, et puis c'était là-bas que le match se faisait et la réponse revenait. Bon. Pourquoi est-ce que je vous dis qu'ici on a saisi cette situation sous l'angle du fondement de licéité? Parce que là encore, il y avait potentiellement un problème avec le consentement. La CNIL, dans son avis, disait attention, pourquoi pas dire que l'utilisation d'Alicem se base sur le consentement, mais alors il faudra bien veiller à ce que l'accès au service couvre Alicem soit possible avec d'autres solutions, soit possible via Alicem, alors avec un enrôlement qui se ferait de manière classique, par exemple en mairie, ou soit possible avec un autre système d'authentification comme France Connect. Mais si on essaie de créer Alicem, c'est bien parce que certainement on veut le réserver à des usages plus sensibles que ce que l'on fait actuellement avec France Connect. Bon, Alicem va certainement réussir à passer ces conditions, c'est-à-dire que si on prévoit des modalités d'enrôlement alternatives, on pourra sans doute utiliser Alicem de manière conforme au RGPD. Deuxième exemple de réaction du RGPD plus nuancée qu'une simple autorisation ou interdiction, un encadrement, c'est le règlement type de la CNIL sur la biométrie
au travail. Règlement type dans lequel la CNIL vous dit en substance pourquoi pas utiliser des tests biométriques pour restreindre l'utilisation d'une machine au travail, par exemple l'accès à un ordinateur portable ou un téléphone. Pourquoi pas utiliser des caractéristiques biométriques pour conditionner l'accès à un local sensible, mais encore faudra-t-il bien le justifier. Et finalement, c'est à nouveau le principe de minimisation qui est sollicité ici. La CNIL vous dit, s'il n'existe pas d'autres moyens moins intrusifs d'atteindre le même résultat, alors vous pouvez utiliser un test biométrique. Bon, on peut imaginer par exemple un salarié qui a besoin d'entrer 60 ou 70 fois par jour dans un local. On imagine bien que si on place un clavier et qu'il a besoin à chaque fois de taper un code à 8, 10 ou 12 caractères pour pouvoir entrer, ça va vite être insupportable, alors que s'il a simplement à se présenter et son visage est reconnu, ça se fera alors dans ce cas sans friction, comme dirait la CNIL, ce qui est à la fois la qualité et le défaut d'une reconnaissance faciale, c'est qu'elle se fait sans friction, sans même qu'on le remarque, et ce qui va être une qualité dans certaines situations va tout à l'heure potentiellement devenir un danger quand on parlera d'identification, puisqu'on pourra identifier les gens sans même qu'ils s'en aperçoivent. Mais ici, ce peut être une qualité, l'absence de friction. La CNIL vous dit encore faut-il à nouveau ne pas pouvoir faire autrement, et ensuite dans les modalités techniques par lesquels cette reconnaissance faciale va s'opérer. Ce que je dis est valable aussi pour d'autres tests biométriques, par empreinte digitale ou par iris, mais ici, mettons que ce soit de la reconnaissance faciale. La CNIL vous dit, vous devez procéder dans toute la mesure du possible à un match local entre une caractéristique biométrique qui est sur une carte ou sur un dispositif dont le salarié a la maîtrise physique, et vous devez à tout prix éviter de mettre tous les gabarits dans une base centrale, parce qu'évidemment une base de données centrale qui contiendrait tous les gabarits, elle est sujette à des attaques dont les conséquences pourraient être dévastatrices, alors que des attaques qui seraient menées contre des dispositifs individuels auraient des conséquences beaucoup plus limitées. Donc avec la minimisation, avec ce bon vieux principe de minimisation qui est véritablement un couteau suisse des données à caractère personnel, on aboutit à un encadrement qui peut être satisfaisant de ces techniques. Simplement un mot avant de passer à l'identification pour vous dire que le principe de minimisation, comme beaucoup de concepts du RGPD, il est extrêmement souple, il est extrêmement flou, le concept est très mou, ce qui veut dire qu'il y aura véritablement un très grand pouvoir de l'interprète, que cet interprète soit la CNIL ou soit le juge. La question de savoir ce qui est indispensable pour atteindre une finalité est une question qui est délicate. Le raisonnement du type on peut toujours mettre plus de pions devant un lycée, c'est un raisonnement qu'on peut potentiellement pousser très loin, et on pourrait dire à beaucoup de responsables de traitement que s'ils étaient un petit peu moins flemmards ou qu'ils étaient prêts à mettre un budget un peu plus important, ils pourraient faire autrement que d'utiliser des techniques biométriques et a fortiori qu'utiliser de la reconnaissance faciale qui met quand même potentiellement en danger des informations cruciales des personnes concernées. Donc le principe de minimisation, la manière dont on le fait vivre, là où on place le curseur, ça va véritablement être décisif. Et c'est là qu'on voit que le pouvoir de l'autorité de contrôle dans ce type de dossier va être absolument fondamental. Les textes ne répondent pas à toutes les questions de terrain. C'est très clairement l'autorité avec le recours potentiel devant le Conseil d'État qui va donner le ton. Bon, à ce stade, avant l'identification, Claire Levallois-Barthes m'avait suggéré de faire un petit sondage pour vous réveiller, mais je vais postuler que vous vous êtes pas endormi, parce que elle-même, je crois, n'a pas vraiment fait de sondage à la moitié de son intervention, m'a-t-il semblé, ou alors j'ai manqué de vigilance. Et donc, comme le temps passe vite, je vais immédiatement passer à l'identification, et puis on fera des sondages plus tard, hein, si ça vous va. Voilà, je n'entends pas de ronflement dans mon casque, donc je pars du principe que vous êtes encore vivant. Comme vous voulez, Emmanuel, nous sommes toujours vivants. Très bien. Comme j'ai déjà utilisé, je vois 14 minutes et que j'espérais ne pas faire plus de 20, j'avance vite. L'identification, cette fois-ci, ça vous a été expliqué, il s'agit finalement de faire coller une identité à un individu contre son gré. Lui n'est pas en train de se présenter pour revendiquer l'accès à un service ou à une situation, il est en train de se promener potentiellement, et là vous allez attraper son identité au vol, alors que lui ne le souhaite pas, et vous le faites d'autant plus facilement avec un procédé comme la reconnaissance faciale, qui est frictionless, comme je le disais tout à l'heure. Ça, c'est potentiellement dangereux. Alors tout le monde a entendu parler de l'expérience du carnaval de Nice, expérience qui ne
présage pas de ce que sera le débat technique, juridique ultérieur, me semble-t-il, parce que là, il s'agissait bien d'une expérimentation et qui était conduite sur la base du volontariat, et là, c'était un volontariat véritable, en tout cas, j'ai pas de raison d'en douter vraiment, de quelques personnes. Or, évidemment, si un jour il y a de la reconnaissance faciale sur la voie publique, ce sera pas sur la base d'un volontariat de toute la population, donc les bases légales seront absolument pas les mêmes. De plus, je tiens à dire que le carnaval de Nice, ça a été l'occasion, à mon sens, de faire partir la discussion sur une mauvaise voie, qui était de dire attention avec la reconnaissance faciale parce qu'il y a trop de faux positifs, trop de faux négatifs, ce qui sont des objections faibles, c'est-à-dire des objections conjoncturelles et non pas de principe. Si vous commencez à discuter de reconnaissance faciale voie publique uniquement sur ce terrain-là, vous avez déjà accepté le principe, simplement vous exigez du dispositif qui soit suffisamment efficace techniquement pour pouvoir l'installer. Moi, je pense qu'il faut continuer à opérer la discussion bien en amont de ça, parce que les faux positifs et les faux négatifs, bien sûr, ça va s'améliorer extrêmement vite avec les industriels qui mettront les moyens. Donc, voyant quel est l'enthousiasme du secrétaire d'État au numérique, Cédric O, qui m'a l'air très favorable à ces expérimentations. Voyant aussi ce qui s'est passé avec la fameuse loi sur la sécurité globale dont parlait tout à l'heure Claire Levallois-Barthes, j'ai l'impression que ces expérimentations, même si on vient de nous dire que il y avait peut-être eu un pas en arrière qui avait été effectué récemment, ces expérimentations, je pense qu'elles ne vont quand même pas tarder. La loi sur la sécurité globale, vous voyez un morceau d'un article de Marc Ries de Next Impact, on a tenté d'y faire voter le pouvoir donner au gouvernement de réformer par ordonnance la vidéoprotection pour la moderniser. Je mets des guillemets autour du mot moderniser. Qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire moderniser la vidéoprotection ? Ça pouvait potentiellement vouloir dire faire de la reconnaissance faciale. On ne le saura pas parce que ça n'est pas passé pour cette fois-ci, mais il y a clairement une volonté gouvernementale d'avancer sur ce sujet, me semble-t-il. Or, le RGPD cette fois-ci ne nous sera pas d'un grand secours parce que on est dans des domaines qui relèvent de la directive dite police-justice et ça évidemment ça ne confère pas la même protection. Donc quand on est dans la recherche d'infractions ou quand on est dans de la prévention d'infractions pénales, quand on est dans la sécurité publique, on n'est plus dans le RGPD, on est dans le champ de la directive police-justice. Je laisse de côté les questions de lutte contre le terrorisme qui ne relèveraient même pas nécessairement de cette directive et qui seraient donc le terrain d'une plus grande liberté encore pour l'État. Mais avec la directive police-justice, bon, au premier abord, quand on la parcourt, on est rassuré. On se dit, dans la directive police-justice, il y a aussi un principe de minimisation. Il y a même, lorsqu'il s'agit d'utiliser des données sensibles, et les données d'identification biométrique sont des données sensibles, il y a même un principe dit de nécessité absolue. Alors quand on parcourt la directive et qu'on rencontre ces paragraphes-là, on est tout à fait rassuré. Sauf que, en matière de directive police-justice, la CNIL ne dispose pas des pouvoirs dont elle dispose en matière de RGPD, et par conséquent, quand bien même ces principes seraient violés, minimisation, nécessité absolue en matière de données sensibles, la CNIL ne pourra pas contraindre l'État. Elle aura pu éventuellement faire part de ses doutes au moment de rendre un avis en amont, mais si cet avis n'est pas suivi, l'État avancera quand même. Il y aura éventuellement des recours devant le Conseil d'État, mais il m'a semblé, cet avis n'engage que moi, que parfois le Conseil d'État faisait preuve d'une très grande écoute à l'égard du gouvernement sur des sujets régaliens, et le fameux fichier TESS qui a fait remonter toute la biométrie de France dans une base de données centrale, m'incite à penser que le Conseil d'État, parfois, n'est pas nécessairement aussi dur sur ces questions que l'aurait été la CNIL, mais la CNIL, on peut se payer le luxe de ne pas l'écouter. Alors, il resterait la Cour de justice de l'Union européenne, encore faut-il réussir à y accéder, et là, ça passe, par exemple, encore par le Conseil d'État, c'est-à-dire que si une des parties à un litige pose une question, veut qu'on pose une question préjudicielle à la CJE, mais que le Conseil d'État estime que ça n'est pas nécessaire, comme il vient de le faire dans l'affaire Android Google, alors la question ne sera pas posée. Éventuellement, si un jour la Cour de cassation se retrouve saisie de ces questions parce qu'il y aura des applications en matière pénale, la Cour de cassation pourra éventuellement, peut-être plus facilement que le Conseil d'État, je ne le sais pas, poser la question à la CJE, mais vous voyez que tout ça prendra des années. Et donc concrètement, entre le moment où de premiers dispositifs dangereux pour les libertés publiques seraient déployés en matière d'identification par reconnaissance faciale et le moment où éventuellement la Cour de justice de l'Union européenne aurait à statuer, il peut se passer très longtemps. Et donc, je crois qu'il y a malheureusement des craintes à avoir en la matière.
J'ai bien d'autres choses encore à dire sur ces questions, mais j'ai essayé de faire synthétique comme on m'avait demandé de le faire, et donc je vais garder un peu de temps pour répondre à des questions s'il y en a. Je voulais vous remercier pour votre attention. Je vous propose de passer dès à présent à la présentation de Marc Norlin. Donc Marc est le Chief Executive Officer et cofondateur d'Ariane Next, qui est une société bretonne spécialisée dans les problématiques d'identité numérique. Marc, je vous cède la parole. Ce que je vais tenter de faire, c'est vous expliquer comment fonctionne l'identité numérique dans un cas d'usage qui est celui que nous mettons en œuvre aujourd'hui. Donc on est vraiment dans la partie authentification, et de voir les précautions qu'on a pu prendre, les difficultés que ça soulève, et la façon dont on a traité ça. Ariane, je vais vous présenter Ariane Next rapidement pour que vous ayez une petite idée de notre métier. Comme l'a dit Claire, on est effectivement une société bretonne. Voilà, on peut partir de cette échelle-là. On a une activité qui est européenne, même si elle est encore majoritairement française, mais on a des bureaux dans plusieurs pays en Europe, en Pologne, en Roumanie, en Espagne. Voilà. Et notre métier, c'est de faire de la vérification d'identité à distance. Donc si vous avez déjà créé un compte en banque en présentant votre document d'identité, puis ensuite en faisant un selfie, voilà, il n'est pas impossible que ce soit passé par nos plateformes. Et sur l'année 2020, on va vérifier à peu près 35 millions d'identités, donc ça commence à représenter un petit peu de monde. Et on est une petite entreprise, hein, on a été monté en 2010 et aujourd'hui on est une centaine. Alors, la reconnaissance faciale utilisée pour notre cas d'usage aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qu'on fait de façon unique. Donc ça va ressembler à ce que Emmanuel a décrit dans le process d'Alicem. Et on se retrouve avec cette difficulté d'identifier une personne à distance en ayant à comparer deux éléments qui vont être la photo qui est présente sur son titre d'identité et la photo et le selfie qu'on va lui demander d'exécuter avec son téléphone ou avec la webcam de son ordinateur. Toutes les questions que ça soulève, ça, je vais essayer de les traiter dans l'ordre. On a le premier point à prendre en compte qui est le RGPD et les travaux qu'on a menés avec la CNIL pour arriver à faire en sorte que cette solution elle soit conforme et qu'elle soit faite dans les règles de l'art. On s'est retrouvé avec le premier sujet qui était qu'on ne pouvait pas refuser l'accès à un service sous prétexte que l'utilisateur refusait le traitement automatique de ses données biométriques. Donc on a, outre le consentement qu'il faut recueillir, on a en plus ce point-là à traiter. Ce que la CNIL nous a demandé, c'est que le consentement de l'utilisateur soit éclairé. Et Emmanuel dirait que c'est une notion qui n'est pas forcément évidente, et ça a été assez amusant les travaux qu'on a menés avec la CNIL sur ce sujet-là, puisque quand on leur a demandé comment est-ce que eux imaginaient l'interface utilisateur et quel type d'informations il fallait qu'on affiche, ils nous ont proposé quelque chose où grosso modo on se retrouvait avec un écran qui ressemble un petit peu aux conditions générales d'utilisation de Google ou de Facebook, c'est-à-dire un truc qui est tellement long que personne ne le lit et vous vous précipitez pour cliquer en bas sur le bouton OK parce que vous avez besoin du service en question. Du coup, on a fait une contre-proposition et on est arrivé sur quelque chose de plus efficace, je pense. C'est-à-dire qu'on a essayé de mettre ça, conserver ce document-là accessible à l'utilisateur, mais de lui en faire un résumé sous forme de 2 questions, avec rien, avec pas de choix utilisateur coché à l'avance. Et l'idée, ça a vraiment été de stopper le process à ce moment-là pour que l'utilisateur lise et se pose la question, en essayant de faire en sorte qu'aucune des 2 options ne soit graphiquement privilégiée.
Ça aussi, c'était un sujet important. Et techniquement, ce que ça déroule derrière, c'est-à-dire que dans un cas, l'utilisateur va effectivement avoir son droit au traitement automatique de ces données biométriques. Dans l'autre cas, ça va être un téléconseiller qui va gérer son dossier. Et du coup, ça prendra un petit peu plus de temps, je dirais, que l'argument marketing pour la biométrie, dans ce cas-là, il réside essentiellement dans l'instantanéité de l'accès au service. Ensuite, on s'est heurté aux performances du logiciel. Il faut, pour bien vous remettre ça dans le contexte, alors on essaye de régler un problème qui est techniquement relativement simple. Hein. Donc on a juste à comparer deux photos normalement de la même personne, toutes les deux prises de face dans des conditions proches de ce qu'est la photo d'identité qui est sur votre titre. Donc on n'est pas en train de régler un problème extrêmement complexe de reconnaissance de N personnes dans une photo avec des positions de visage qui sont pas forcément à plat, etc. Là, sur ces solutions-là, elles sont... je ne sais pas s'il y a des gens... J'ai cru voir qu'il y avait des gens d'IDEMIA dans la conférence. Voilà, ça c'est quelque chose sur lequel il y a des technos qui sont extrêmement complexes et sur lequel nous, on n'a pas travaillé. On a essayé de régler un problème plus simple, en tout cas en termes de cardinalité. Et quand on a commencé à bosser là-dessus, ça devait être en 2014 ou en 2015, on a testé ce qu'il y avait sur le marché, ce à quoi on pouvait accéder en tout cas sur le marché comme solution de reconnaissance faciale, et on les a lancés sur des jeux d'entraînement qu'on avait, des jeux de test qu'on avait sur ce problème-là. Et à l'époque, les résultats n'ont pas été foudroyants, je dirais. C'est-à-dire que ça marchait, mais enfin, c'était satisfaisant. Mais nous, on s'attendait à des performances plus élevées que ça. Tout ça pour dire que quand on regarde la situation de la reconnaissance faciale sur les 5 dernières années, je dirais, allez, peut-être les 10, mais en tout cas sur les 5 dernières années, ce marché, il a technologiquement complètement... il a progressé de façon spectaculaire. Quand vous regardez les réseaux qui ont... tout le monde a basculé sur des technos à base de deep learning, et les performances qu'on a aujourd'hui, elles sont, je vais dire, à bien des égards meilleures que ce que peut faire un être humain, ou en tout cas très comparable. Donc ce problème-là, nous, il a fallu qu'on le rapporte à la difficulté particulière qu'on avait de reconnaître votre visage à partir de la photo qu'il y a sur votre titre d'identité. Si vous avez une carte d'identité française modèle Corinne Berthier 1984, vous voyez que votre tête a été imprimée en noir et blanc avec une définition pas terrible, que vous avez des éléments de sécurité visibles qui sont par-dessus, et ça vous rend pas forcément très identifiable. Et quand on rajoute par-dessus le fait que votre photo a potentiellement aujourd'hui 15 ans d'âge, ça rajoute de la complexité au problème. C'est pour ça qu'on a développé notre propre techno de reconnaissance faciale qu'on utilise aujourd'hui et qui a atteint un niveau de maturité maintenant qui nous permet de régler ce problème-là de façon satisfaisante en partant sur des architectures de réseaux de neurones à apprentissage profond, et ça a fonctionné parfaitement bien, puisque aujourd'hui on a des taux de ce qu'on appelle de fausse acceptance, enfin de fausse acceptance ou de faux rejet qui sont complètement dans les standards de la reconnaissance faciale, alors qu'on part
avec un petit handicap, très souvent sur la photo de référence. Sur la difficulté particulière qu'on va rajouter à ça, donc tout le monde en est, je dirais, bien informé aujourd'hui, c'est la présence de ce que je vais appeler des biais ethniques sur les systèmes de reconnaissance faciale. Alors, c'est un peu injuste dans la mesure où aujourd'hui, les grands moteurs de reconnaissance faciale qui sont présents sur le marché, ils ont souvent corrigé ça. C'est-à-dire que maintenant, les performances, elles sont vraiment très acceptables. Elles ne sont pas identiques pour toutes les catégories, mais elles sont toujours très acceptables. Quelquefois, il y a des moteurs sur lesquels vous avez effectivement 2 ou 3 fois plus de fausses acceptances ou de faux rejets sur certains types de populations, mais on est en train de parler de quantités qui sont tellement faibles que, voilà, entre un rejet pour 10 000 ou 3 rejets pour 10 000, c'est pas une discrimination, très forte. Là où la discrimination elle est importante, et nous c'est encore un problème sur lequel on est en train de travailler, c'est qu'on part d'une photo de référence qui elle-même est abîmée. C'est-à-dire que si vous imaginez que vous partez de la photo qui est sur votre carte d'identité, bien, c'est évident que sur les personnes de couleur, le contraste lié à la photo de départ va nous transmettre beaucoup moins d'informations pour qu'on soit capable ensuite de faire une reconnaissance, une reconnaissance vraiment efficace. Donc ça, c'est des travaux qu'on a en cours pour avancer là-dessus. Et ensuite, l'autre sujet qui est amusant, parce qu'on s'est toujours placé dans la catégorie est-ce qu'on arrive correctement à reconnaître quelqu'un, et on n'a pas encore parlé des gens qui essaient de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Et ce sujet-là, il est vraiment, c'est le sujet d'actualité, je dirais, dans le domaine de la reconnaissance faciale. Je parle de l'actualité technique, parce que juridiquement, je pense que c'est un sujet absolument passionnant, mais techniquement, il est, je dirais, presque réglé. Par contre, est-ce que c'est vraiment la bonne personne et pas quelqu'un qui essaye de se faire passer pour la bonne personne? Ça, c'est un vrai sujet. Et aujourd'hui, les types d'attaques que vous pouvez mener quand vous êtes en train de travailler à distance et de faire de la reconnaissance faciale, il y a un nombre d'attaques possibles qui est absolument vertigineux. Voilà, et qui partent des choses les plus rustiques aux travaux les plus élaborés. Il y a des gens qui sont... alors, vous pouvez toujours imaginer, vous avez toujours des gens qui se promènent et qui essayent de faire passer une photo de la bonne personne devant la caméra en la tournant un petit peu pour voir si ça fonctionne. Voilà. C'est pas censé fonctionner, mais en raison des seuils de détection de certains algorithmes, il y a des algorithmes sur lesquels malgré tout ça fonctionne, ou en tout cas sur lesquels ça fonctionnait il y a encore pas très longtemps. Il y a des gens qui vont se faire des masques, donc ils vont essayer de plier un petit peu la photo, de faire des trous, d'essayer de parler, et qui vont essayer de passer au travers les systèmes avec ça. Quand le système est automatique en face, ça peut fonctionner. Vous avez ensuite la capacité d'acheter des masques qui, eux, sont beaucoup plus élaborés, qui sont faits en silicone ou en latex. Aujourd'hui, pour quelques centaines d'euros pour les modèles les plus basiques, à quelques milliers d'euros pour des modèles extrêmement élaborés, et qui d'ailleurs souvent ne sont utilisables qu'une seule fois, vous pouvez vous procurer de quoi ressembler vraiment à quelqu'un. Et là, même pour le coup, en travaillant un peu sur l'éclairage, c'est même probablement pas très simple à détecter pour un être humain en face. Et vous avez enfin, je dirais, toutes les technos de deepfake, où les gens vont essayer de générer, souvent dynamiquement, une image de vous, alors qu'en fait, c'est eux qui sont en action, si je puis dire. Ça, c'est le sujet intéressant du moment, sur lequel il y a pas mal de travaux à faire et où techniquement,
c'est pas, la réponse est pas si évidente que ça. Quand vous regardez, donc tout ça pour dire que la confiance de bout en bout, pour savoir si quand vous êtes à distance, c'est bien la bonne personne et pas quelqu'un qui était tranquillement dans son laboratoire en train d'essayer de se faire passer pour la bonne personne, c'est pas un sujet réglé technologiquement, d'accord, parce que les capacités d'attaque des fraudeurs grandissent tous les jours, et la désintermédiation qu'il y a entre la personne qui vérifie et la personne qui postule fait qu'il y a plein de vecteurs d'attaque, possibles. Tous ces contrôles-là, et c'est une des raisons pour laquelle, et je vais rebondir sur ce que disait tout à l'heure Emmanuel à propos d'Alicem, pour lequel le contrôle de reconnaissance faciale, il est effectué sur un serveur. Il n'est pas effectué en local, sur l'ordinateur de la personne qui se connecte ou sur le téléphone de la personne qui se connecte. Si c'était juste en train de faire de l'authentification et qu'on avait fourni un petit logiciel où vous créiez votre compte une fois en montrant votre visage à votre téléphone et puis ensuite ça vous redonnait accès à un service, de la même manière, voilà, on aurait pu imaginer d'avoir un petit logiciel correctement sécurisé qui stocke votre gabarit ou votre empreinte dans le téléphone et qui refait la reconnaissance faciale chaque fois que vous essayez de vous connecter. C'est de toute façon le principe de ce que vous avez aujourd'hui sur les smartphones. Alors que là, quand on est en train d'identifier quelqu'un à distance, même si c'est une identification de 1 à 1, hein, d'accord, donc on est en train d'essayer de vérifier que c'est bien vous et que vous correspondez bien à la photo du document d'identité que vous avez transféré, il y a le risque de faire la vérification sur le téléphone et ensuite de transmettre le résultat au serveur pour vous donner accès au service que vous avez demandé. Il est bien trop grand. C'est-à-dire qu'il y a un risque de manipulation du résultat du contrôle qui est bien trop important pour qu'on puisse le laisser s'exécuter aujourd'hui sur un téléphone ou les OS aussi sécurisés, entre guillemets, qu'ils soient aujourd'hui. Voilà, il y a des moyens d'arriver à remplacer totalement, partiellement, des morceaux de logiciel ou des morceaux de l'OS pour tromper le logiciel et faire en sorte que le résultat soit pas tout à fait celui que vous attendiez. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles, dans le cas d'Alicem, tous les traitements sont faits à distance, et parce que la reconnaissance faciale et la détection de ce qu'on appelle les attaques par présentation, auxquelles vous essayez de vous faire passer par quelqu'un d'autre, c'est quelque chose qui aujourd'hui a plus sa place sur un serveur que sur un terminal pour ces sujets-là. Donc, nous, dans les technologies qu'on développe, on s'est vraiment cantonné à ce travail-là. On est resté sur la partie identification, ou si vous voulez, juste la partie authentification. On n'a absolument pas travaillé sur d'autres usages, et voilà, parce qu'on pense que c'est quand même très compliqué aujourd'hui, l'usage de la reconnaissance faciale. Alors, il est contesté par certains. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut vraiment pas se précipiter, de notre point de vue, il faut vraiment pas se précipiter pour l'adopter. Tous azimuts. Nous, le travail qu'on fait aujourd'hui, c'est que 72 heures ou 96 heures après le traitement qui aura été tué, toutes les données seront complètement supprimées. C'est-à-dire on ne conserve rien. Les discussions qu'on a à la fois avec l'ANSSI et à la fois avec la CNIL font que ces données, elles sont utilisées une fois pour vérifier que c'est bien vous. En attendant, quand on a fait ça, on vous a délivré un autre moyen d'authentification qui n'est pas un moyen d'authentification biométrique, en l'occurrence, qui est un simple code PIN, et ensuite on supprime tout ça. Et je pense que l'authentification, l'usage de la biométrie pour faire de l'authentification, c'est quand même
les performances aujourd'hui, elles sont, même si elles sont très bonnes, même si elles s'améliorent, elles garantissent pas une sûreté de fonctionnement au même niveau que ce qu'on peut avoir aujourd'hui avec d'autres méthodes. Ariadne Next, alors l'information n'est pas encore publique, mais vous allez avoir un scoop puisque ça sera rendu public lundi, mais on pense qu'on est la première société au monde à avoir obtenu une certification FIDO pour l'authentification biométrique. On a reçu le certificat le 11 novembre, là, et voilà, et c'est... On a passé les tests, voilà. Vous pouvez regarder sur le site de FIDO, qui est l'outil qui permet le consortium qui rédige ces standards d'authentification sur Internet qui sont très utilisés. C'est pas zéro les tentatives d'attaque qui sont passées, d'accord? C'est-à-dire qu'on met sur le marché quelque chose qui est raisonnablement fiable, mais qui est pas fiable à 100%, et qui laisse passer un certain nombre d'attaques par présentation. Donc il faut se garder de l'aspect, je dirais, complètement magique qu'il peut y avoir dans la reconnaissance faciale. Ça marche très bien quand vous n'avez affaire qu'à des personnes qui cherchent pas à se cacher et qui ne cherchent pas à se faire passer pour quelqu'un d'autre. Ça marche même extrêmement bien. Après, c'est encore aujourd'hui, avec les capteurs qu'on a grand public, avec les infrastructures qu'on a aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qu'il est possible de tromper de façon, je ne vais pas dire assez simple, mais quelque chose qui reste possible de tromper. Et si vous avez voilà, donc dans les deux sens, à la fois pour des moyens d'authentification, et si vous êtes en train de surveiller des gens dans une foule, il y a aussi maintenant, je pense qu'il y a eu suffisamment de publicité faite là-dessus, sur des technos qui permettent de se rendre, entre guillemets, invisible aux algorithmes de détection de visage ou aux algorithmes de reconnaissance faciale. J'ai à peu près fini sur ce que j'avais prévu de vous dire. Donc, si vous avez des questions, et puis si vous avez des questions pour Emmanuel. Marc, effectivement, il y a une remarque. La reconnaissance faciale, c'est un moyen de sécurité parmi d'autres, et donc la solution, c'est peut-être les multifacteurs de sécurité. Alors oui, alors il y a beaucoup de gens qui font ça, d'accord. Si vous avez un téléphone, vous avez vu que de toute façon, quand eux s'en servent, très souvent on vous demande de retaper votre code parce que ça fait trop longtemps que vous l'avez pas saisi, ou alors qu'il a vu passer des visages qui n'étaient pas le vôtre, donc il commence à se méfier. Donc c'est vraiment l'ajout de facteurs d'authentification, c'est probablement la bonne solution. Et donc il y a quelquefois plusieurs facteurs d'authentification biométrique qui peuvent être utilisés en même temps. Alors nous, on fait pas ça, mais il y a des gens qui bossent sur des technos intéressantes où ils vont combiner, quand on est sur un PC, ils vont combiner de la reconnaissance faciale avec des mécanismes d'authentification biométrique sur la façon dont vous tapez sur un clavier, voilà, qui donnent des résultats qui sont assez intéressants. On va vous mettre une empreinte de votre ordinateur ou de votre navigateur qui va être calculée. Tout ça, ça va faire des facteurs complémentaires qui vont essayer de prouver que vous êtes bien la bonne personne. Après, il faut pas on complique le travail du fraudeur. Donc on renchérit le coût de l'attaque, mais on la rend pas plus difficile d'un point de vue technologique. Vous allez faire en sorte que l'attaque va être plus chère à réaliser, mais sa difficulté techno, ça va être la difficulté techno du moyen d'autante le plus compliqué à bypasser. Donc il ne faut pas non plus s'illusionner sur l'accumulation de
facteurs d'autante quand ils sont comme ça. C'est bien pour ça qu'on essaye toujours de rajouter des facteurs qui sont de types différents, hein, d'accord. Donc entre ce que vous possédez, ce que vous savez, qui vous êtes, essayez de mixer ça pour arriver à remonter le niveau de sécurité. Nous, aujourd'hui, en termes de moyens d'autante pure, d'accord, la biométrie faciale, on s'en sert peu, et on s'en sert à date, ça va changer, je pense, l'année prochaine, mais on s'en sert que pour des demandes de révocation. Quand quelqu'un veut révoquer une identité numérique, pour s'assurer que tout le monde ne révoque pas l'identité numérique de tout le monde, on a mis en place une authentification biométrique. Merci Marc. On a une question assez générale de Jonathan qui nous dit, ce qui nous intéresse, c'est s'il y a eu des expérimentations réussies et si des témoignages du public pourraient l'attester. Emmanuel, vous voulez répondre ? Alors bon, c'est plus une question pour Marc, me semble-t-il, parce que la question de savoir si c'est réussi, c'est une question technique, mais ce que j'observe, c'est que pour Nice, par exemple, il y a une controverse sur la question de savoir à quel point c'était réussi ou pas, c'est-à-dire qu'il y a des chiffres qui ont été communiqués de manière assez, comment dire, avec roulement de tambour, sous-entendu ça marche bien, on est content, on y est arrivé, et puis la CNIL a assez vite répondu qu'elle n'avait pas accès de manière suffisamment fine à ce qui s'était passé pour porter un jugement précis. Donc je crois que l'autorité a fait preuve d'une grande prudence, mais je laisse Marc compléter. Oui, alors, je vais vous parler de notre expérience à nous, parce qu'après celle des autres, je ne vais pas me... On a développé un fournisseur d'identité qui est sur France Connect et qui utilise la reconnaissance faciale. Qui est... grosso modo, fonctionne à peu près comme Alicem, sauf que ça fonctionne même avec votre carte d'identité. C'est un outil qui est là à titre expérimental. Hein, la version de produit va sortir au début de l'année prochaine. Et l'expérimentation, ça a consisté à laisser vivre la solution France Connect et laisser qui voulait une identité numérique faire tranquillement sans... Voilà, nous on a fourni les outils, on a fourni la hotline pour le support et on a fourni les personnes qui faisaient le traitement des cas de rejet quand il y en avait, ou le traitement des personnes qui justement ne voulaient pas de traitement automatique de leurs données biométriques. En combien de temps elle a tourné cette solution? Ça doit faire 3 ans qu'elle tourne. Voilà, à peu près, ça va faire 3 ans. Ouais, c'est ça, elle a dû sortir en fin 2017. Voilà. On a enrôlé 200 000 personnes dessus. D'accord, donc il y a 200 000 personnes qui volontairement se sont créées une identité numérique. Et ce qui est intéressant, c'est que sur ces 200 000 personnes, elles ont été au bout du process dans leur grande majorité. C'est-à-dire qu'on a 200 000 personnes qui ont été au bout, et ça représente 75% des gens qui ont initié le processus. Il n'y en a qu'un quart qui ont abandonné en cours de route, alors que dans le processus, on vous demande de photographier le recto et le verso de votre carte d'identité, on vous demande de présenter votre visage à la caméra et, en fonction des différentes versions de l'application qu'il y a eu, de faire une ou plusieurs actions devant la caméra de votre téléphone pour s'assurer que vous êtes bien vivant. Moi, je pense que c'est instructif sur la non-réticence des gens à utiliser la reconnaissance faciale, y compris quand ils ont été informés qu'on allait faire un traitement automatique de leurs données biométriques. Enfin, même en les informant, quand ils sont sur un téléphone, c'est tellement normal de montrer leur tête, soit parce qu'ils font des selfies sans arrêt, soit parce qu'ils utilisent déjà des téléphones qui leur demandent de faire de la reconnaissance faciale. C'est tellement normal que, curieusement, c'est pas là que ça s'arrête. Là où on perd le plus de monde, c'est quand on leur demande de photographier leur carte d'identité. Là, les gens s'inquiètent. Quand on leur demande de montrer leur tête, ça passe. Voilà. Les cas d'échec, honnêtement, je pense qu'ils sont plutôt... C'est lié à des... Enfin, c'est majoritairement des cas qui sont liés à des échecs techniques, parce que
c'est quand même très difficile d'arriver à piloter des trucs finement sur beaucoup de téléphones et qui se comportent pas toujours comme ils devraient. Et de ce point de vue-là, c'est instructif. C'est-à-dire que on pourrait dire que c'est un succès. 200 000 personnes qui s'enrôlent dans une expérimentation, c'est assez amusant. Sur le rejet du traitement automatique des données biométriques, là aussi, c'est instructif. C'est-à-dire que, alors, je sais pas, je pourrais pas vous dire combien on en a eu exactement parce que je recevais un mail chaque fois que ça arrivait parce que j'avais mis une petite alerte pour voir si ça arrivait souvent. Et je pense qu'en 3 ans, j'ai dû recevoir 15 ou 20 mails sur 200 000 personnes. Donc, les gens, c'est pareil, ils acceptent ça très facilement. Et en termes de performance, est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne plutôt bien. Est-ce qu'on a eu des attaques au dispositif? Oui. Et est-ce que les algorithmes les ont toutes détectées? Non. C'est-à-dire qu'on a des mécanismes de reprise manuelle derrière pour s'assurer qu'il n'y a pas de qu'on n'a pas laissé passer trop de choses, c'est-à-dire que et ça nous sert à potentiellement ajuster nos seuils derrière et à entraîner les algorithmes. Mais ce que je vous disais tout à l'heure, aujourd'hui, il n'y a pas de... Les fraudeurs sont très inventifs. On a eu des attaques avec... qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? On a eu des attaques avec des images, avec du flux vidéo généré en temps réel et reconstitué en 3D et projeté sur un mur avec un rétroprojecteur pour éviter qu'on ne détecte les pixels de l'écran. Une des méthodes ça consiste à détecter qu'il y a un petit peu de moiré sur l'image et de se dire que la photo a été capturée sur un écran et pas sur une personne réelle. Et donc on a des tas de trucs qui sont... donc il y a des attaques qui sont intéressantes. Donc vous nous avez pas... Je pense que ça reste un succès. Ouais. D'accord. Donc ce succès montre, selon vous, qu'il y a une certaine confiance dans ces mécanismes qui sont mis en place. Et là, on a une question. Est-ce que justement la crise sanitaire et des applications telles que Stop Covid ne vont pas augmenter la méfiance généralisée à l'égard des dispositifs numériques? Est-ce que vous observez une certaine tendance qui se serait modifiée depuis, on va dire, avril-mai, depuis la crise sanitaire? Alors, non, c'est l'inverse. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que c'est l'inverse. Je ne sais pas si c'est parce que les gens sont plus confiants ou parce qu'ils en ont plus besoin. Mais non, les usages numériques, ils ont tendance à augmenter en ce moment. Je pense que c'est pareil pour tout le monde. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait un niveau de défiance particulier des citoyens vis-à-vis de ça. Il y a peut-être une défiance des citoyens vis-à-vis de ce type de solutions quand elles sont mises en place par l'État, quand elles sont mises en œuvre par l'État. C'est pas pareil, c'est-à-dire que je vais comparer la solution que nous on a sortie avec Alicem. On a sorti notre solution en 2017, il y a eu quelques articles, des petits articles dans la presse qui expliquaient comment ça fonctionnait. On a monté ça en partenariat avec Orange au départ, donc pour Marc, il y a eu plusieurs fois la question sur la reconnaissance audiovisuelle. Du coup, je ne sais pas si vous l'avez peut-être pas vue, je me permets de vous la passer. Est-ce que ça ajoute quelque chose d'avoir une composante audio? Alors ça, pour le coup, c'est vraiment... On pourrait, mais pour le coup, c'est vraiment très facile à frauder aujourd'hui. D'accord. Que les moteurs de génération, d'altération d'un signal sonore pour que ça soit la voix de quelqu'un d'autre, ça va commencer à entrer dans le domaine du grand public dans pas très longtemps, je pense. Et c'est un petit peu embêtant, ça.
Il y a des tas de techniques après. On pourrait se dire, est-ce qu'on pourrait poser des questions aux gens, mettre en place des détecteurs de mensonges pour voir s'ils mentent à la réponse. Enfin, voilà. De toute façon, comment dire, là je réponds à une question qui n'est pas posée alors qu'on en a posé beaucoup paradoxalement, mais je tiens quand même à réitérer ce point de vue de juriste qui est l'efficacité actuelle du dispositif ne pourra pas être l'élément déterminant pour notre réflexion à nous. Je ne crois pas. Voilà. Je pense qu'il faut se déterminer sur le modèle de société qu'on veut, sur les articulations à faire entre les différentes libertés fondamentales, de manière déconnectée d'un état de l'art technique qui peut évoluer extrêmement rapidement. Voilà. Et pour l'instant, je vois plus de questions pour le technicien, donc je reste un peu en retrait. Ouais, non, mais alors, à titre personnel, moi je suis absolument pas juriste, d'accord, mais à titre personnel, moi je suis complètement d'accord avec vous. Je suis absolument pas un fan, même si je comprends l'utilité, mais je suis absolument pas un fan des technos de reconnaissance faciale qui permettent d'identifier des personnes dans la foule sans que les gens aient consenti à ça. Voilà. Je crois pas qu'un panneau placé à l'entrée d'une zone en disant c'est sous vidéosurveillance et on peut vous identifier automatiquement, ce soit une requête de consentement formulée de façon valable. Et c'est pour ça que nous, on n'est absolument pas rentré dans ce... Alors, de toute façon, à propos du consentement, j'ai évoqué le consentement pour les usages essentiellement privés. Enfin bon, à l'ICEM, c'est pas un usage privé, mais pour tout ce qui est régalien, pour tout ce qui est sécurité publique, soyons clairs, le consentement ne sera absolument pas le fondement. Ce sera les fondements de licéité spécifiques régaliens du RGPD, donc les missions d'intérêt public, et là, la question deviendra essentiellement politique, c'est-à-dire que la CNIL n'aura pas la possibilité de contester des arbitrages de ce type. C'est-à-dire que quand c'est un acteur privé qui vous dit, par exemple, que quelque chose est nécessaire à l'exécution d'un contrat, la CNIL est encore en position de discuter de ça. Ce qui peut parfois déjà être compliqué parce qu'elle se fait juge du contrat alors que ça n'est pas sa formation initiale. Mais quand il s'agira de discuter d'un arbitrage aussi politique que de dire qu'un dispositif de maintien de l'ordre public pendant les Jeux Olympiques est strictement nécessaire ou ne l'est pas, c'est pas la CNIL qui va répondre à cette question. Ça va être essentiellement un débat politique à l'échelle nationale. Voilà. Alors, dont se mêlera peut-être un jour la CJE si elle le peut, si elle le veut, mais sous quelle forme, et vraisemblablement trop tard. Donc, encore une fois, c'est un débat d'abord politique, la question de l'identification sur la voie publique, et je tiens à ce que ce soit présenté comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut postuler de la réponse ou préjuger de la réponse. J'ai une réponse personnelle, mais je dirais là, ça n'est plus l'universitaire qui parle, c'est le citoyen. En tout cas, que ce soit clair. Autant pour l'authentification, j'ai essayé d'expliquer qu'il y avait des réponses techniques dans les textes qui pouvaient nous guider très fortement. Autant pour l'identification voie publique, ça n'est pas le cas. La France va être assez libre de ses choix, et donc elle va devoir faire des choix. Donc, on a aussi des questions sur la souveraineté. Effectivement, si on déploie ces systèmes, on va dire, à grande échelle, dans le cadre des Jeux Olympiques, donc sur un délai bien déterminé, mais aussi au-delà après les Jeux Olympiques, est-ce que nos industriels, nos champions européens sont en capacité de déployer ces systèmes, ou est-ce qu'il faudra faire appel à d'autres industriels en dehors des frontières de l'Union européenne? Alors avant qu'il y ait la vraie réponse, qui sera celle de Marc, qui connaît le secteur, moi je donne la réponse intuitive qui est vu l'enthousiasme avec lequel notre secrétaire d'État au numérique a présenté ces projets comme étant aussi des projets porteurs pour l'économie française et pour les grandes entreprises françaises, je soupçonne qu'au moins une bonne partie du process intéresse des champions nationaux. Ça a été présenté comme ça de manière assez claire. Je n'ai pas besoin de citer des noms, quelques entreprises qui nous sommes d'accord. Non, mais c'est des technos sur lesquels on a des. Je redis, nous, on a essayé. Notre mise en œuvre à nous, elle ne répond qu'à une toute petite partie du problème, qui est la partie d'authentification, avec un contexte de prise de référence et de prise de vue qui est très particulier. Donc, on est entre guillemets pas vraiment un acteur de la reconnaissance faciale. On utilise, nous, la reconnaissance faciale pour répondre à une partie de notre enjeu, qui est plutôt l'identité numérique. Par contre, oui, bien sûr, il y a des champions nationaux de la reconnaissance faciale. Il y en a même plusieurs qui sont en ligne. Je ne sais pas si on va parler, mais je pense. Mais oui,
un sur lequel l'industrie française est plutôt en pointe. Si je peux répondre pour le coup à une question qui a été posée, qui est celle finalement de l'acceptabilité sociale. Stop Covid, moi ça m'a donné l'impression que on pouvait faire évoluer la population assez facilement dans différents sens, comme si elle était portée par le vent, en fonction de ce qu'on lui raconte. Parce que les gens, et je peux le comprendre, c'est pas du tout une critique, sont en situation d'asymétrie d'information sur ces questions-là. C'est-à-dire que concrètement, dans le cas de Stop Covid, la différence entre un modèle centralisé et un modèle décentralisé, qu'est-ce qui protège leur vie privée mieux que l'autre modèle? À qui faut-il faire confiance dans les différents modèles? Ce sont des questions qui n'étaient pas comprises techniquement par la population. À partir de là, les gens sont à la merci du premier orateur charismatique qui viendra leur dire que potentiellement on est en train d'essayer de les rouler dans la farine. Et très très vite, les gens ont pris peur sur Stop Covid. Je dis pas qu'il y avait aucune crainte à avoir sur cette application, surtout anti-Covid maintenant. Je dis pas qu'il y avait aucune crainte à avoir, mais ces craintes, elles ont été, à mon avis, surjouées pour ce que j'ai pu lire, pour la formation que j'ai pu prendre le temps, moi, d'acquérir sur ces questions. Ces craintes, elles ont été largement exacerbées. Elles étaient largement hyperboliques parce que des gens sont arrivés avec des objectifs politiques divers et ont fait peur à la population. Dans un débat que j'ai pu avoir aussi en ligne en mars sur Stop Covid, quand ce n'était encore qu'en fin de premier projet, il y a quand même un des orateurs qui expliquait que ça allait devenir un instrument de contrôle de la population très puissant, que ça allait permettre de suivre les citoyens à la trace en permanence et que on allait sombrer dans la dictature 5 minutes plus tard grâce à Stop Covid. Je pense que techniquement, dire ça, c'était complètement absurde. Mais voilà, les gens entendent ça, ils s'inquiètent, et je peux le comprendre. Donc, comment va tourner un futur débat sur la reconnaissance faciale? Ma foi, je ne sais pas. D'un côté, c'est vrai que les gens sont acclimatés à montrer leur visage à des dispositifs techniques, ils y ont été acclimatés année après année avec leur téléphone. Et de l'autre, il y a aussi une méfiance en ce moment qui est très forte contre l'État. Et donc, j'ai envie de dire, si les gens ont peur de l'État quand il fait Stop Covid, qui n'est pas, je le répète, un instrument de contrôle de la population, qui peut déraper, qui est sensible à des attaques, mais qui n'est pas un instrument de mise en place de la dictature, comment vont-ils réagir face à une vraie menace, qui est le fait qu'on mette des centaines de milliers de caméras dans les rues, connectées à de la reconnaissance faciale? Là, ils auraient une raison de réagir, mais pour autant, il y a tellement d'irrationalité dans ces débats-là que peut-être qu'ils vont moins réagir que face à Stop Covid. Je suis incapable de l'anticiper. Donc, je suis très inquiet sur ces questions et je suis incapable de dire ce qui va se passer. Alors, on a une question très juridique, Emmanuel. Qui est responsable des conséquences d'une erreur d'identification ou d'authentification? Alors, j'ai pas vu la question sous forme écrite. C'est dans un contexte de responsable de traitement. C'est pas précisé, public, donc je vous laisse. C'est pas précisé, mais je vous laisse peut-être distinguer. Alors, je vais faire une bonne grosse réponse de juriste qui est ça dépend, ça dépend du contexte. Tout à fait. Parce que si c'est un responsable de traitement privé et que ça prive par exemple un utilisateur de l'accès à un bien ou à un service, évidemment il peut y avoir de la responsabilité civile, sans problème, contractuelle, délictuelle, selon les contextes. Si c'est dans un contexte public, voire régalien, ça va être de la responsabilité administrative, avec potentiellement dans certains domaines l'exigence d'une démonstration d'une faute lourde. Ça dépend de quel domaine on parle. Et donc là, engager la responsabilité de la puissance publique pourrait être beaucoup plus difficile. Mais je laisserai en revanche, chacun doit pouvoir connaître ses propres limites. Si c'est un cas de responsabilité administrative que vous souhaitez développer, c'est un collègue publiciste qu'il faut s'adresser pour une réponse fine, ou alors moi il faut me laisser du temps. Mais je suis pas autant sur le droit privé, je peux essayer de vous faire des réponses en direct et de raisonner, et je suis là aussi pour ça. Il s'agit pas de se cacher derrière son petit doigt, mais autant sur du droit public, voilà, c'est pas mon quotidien, et donc il faut faire preuve de modestie, je crois. Même chose en ce qui me concerne. Je ne suis pas une spécialiste non plus du droit public. On a une remarque d'Olivier, je suppose, Van Der Beek, qui nous dit en fait que la question, c'est aussi le fait que la capacité de l'utilisateur final à faire ce qu'on lui demande, vérifier son identité, et que la majorité des individus, au-delà de leur compétences, n'ont tout simplement pas la capacité à faire ce qu'on leur demande parce qu'ils n'ont pas le bon téléphone, ils n'ont pas les bonnes conditions d'environnement, la capacité physique à le faire. Et donc, il nous fait remarquer que la question est comme toujours une recherche du meilleur compromis entre fiabilité, facilité d'usage et surtout utilité du service rendu. Et chercher à être parfait sur tous ces critères simultanément relève de l'utopie. Alors, est-ce que vous êtes d'accord sur cette recherche d'équilibre, Marc? Oui, je ne vais pas dire
c'est un peu la course au meilleur arbitrage possible entre la sécurité de la solution et l'utilisabilité de la solution par l'utilisateur final, hein, qui est celui qui nous intéresse. Entre guillemets, c'était le principal reproche que je faisais à l'ICEM, c'est-à-dire de s'être concentré déjà sur une toute petite partie de la population à l'époque qui avait un document d'identité avec une puce et un téléphone qui était capable de lire cette puce. Quand le projet est entre guillemets sorti pour la première fois, ça représentait très peu de monde. Et oui, le parcours de l'utilisateur, sa capacité à aller au bout, c'est un vrai travail de l'amener le plus loin possible. Ce que je disais, c'est que nous, on en perd 25%. Voilà. Pendant la durée du parcours. Ça fait beaucoup. Je suis d'accord. Alors après, on les rattrape on rattrape tout ce qu'on peut rattraper par d'autres moyens, mais c'est des moyens qui ne sont pas automatiques, donc c'est forcément beaucoup plus coûteux pour nous. Mais on en a quand même 75% qui vont au bout. Voilà. Alors les exigences de l'AI pour cette identification à distance, elles vont être modifiées. Là, on attend le draft de leurs nouvelles exigences au mois de décembre, même si on sait déjà ce qu'il y a dedans. Et oui, ça rajoute quelques contraintes qui sont peut-être de nature à complexifier un petit peu l'expérience utilisateur, je vais appeler ça comme ça, pour que les gens arrivent au bout du process. Mais il n'y a rien de magique. Je suis d'accord avec Olivier, il n'y a absolument rien de magique. Il faut travailler tout le temps, tous les petits détails pour essayer de ne pas perdre les gens. Également, Marc, lorsqu'on a... En tout cas, il n'y a pas de solution qui marche à 100%, ça c'est sûr. Lorsqu'on a préparé cette table ronde, Marc, vous aviez évoqué un point qui me paraissait fort intéressant, c'était de dire, de questionner la capacité d'État à suivre cette course technologique et qu'il fallait trouver peut-être une solution qui, sous le contrôle de l'État, permette aux entreprises de fournir certaines briques technologiques parce que les entreprises privées avaient une capacité, étaient beaucoup plus agiles à pouvoir s'adapter à cette évolution technologique, à ce temps technologique. Vous voulez un petit peu développer cette idée, s'il vous plaît? Oui, alors ça c'est mon cheval de bataille, donc j'avais essayé de passer à la mangeoire, mais je vois bien que... oui, on est... le marché de l'identification à distance, c'est un marché qui est en train de qui est en progression assez importante. Hein. Chez nous, c'est une croissance de 100% cette année, en 2020, sur le nombre de vérifications qui ont été effectuées par rapport à l'année dernière, et on est déjà en train de parler en dizaines. Et je crois, alors pour le coup, je crois absolument pas que l'État va être capable de déployer et de maintenir une solution qui restera efficace sur le long terme. C'est que éventuellement l'État va être capable de développer en retard une solution qui va marcher bien. Hein. Je crois absolument pas qu'il est, mais pour des questions d'organisation, hein, de structuration même de tout ça, je crois absolument pas qu'il est capable de faire quelque chose qui sera durablement une solution d'identification à distance efficace. Aujourd'hui, par exemple, si vous prenez le marché qui est en cours pour le système de gestion de l'identité numérique, là, outre le fait que bon, c'est un marché qui est alors c'est peut-être pas important, moi je trouve que plus de 40 millions d'euros, ça commence à faire une somme conséquente. On est en train de se dire que courant 2022, on va arriver à déployer une solution qui est à l'état de l'art 2020. On se dit que on démarre, on a 2 ans de retard. Et c'est imaginer que les gens qui sont en train de bosser aujourd'hui en 2020, dans 2 ans, ils n'auront pas fait autre chose. Donc
Et ensuite, la question de l'évolution de ce truc-là, de l'adoption des nouvelles technos, des changements qu'il va y avoir dans ce métier-là, je pense qu'ils ne seront pas pris en compte pour des tas de raisons, de réorientation budgétaire, voilà. Et on se retrouvera avec un truc qui moisira tranquillement sur une étagère et qui aura coûté 50 ou 60 millions d'euros au bout du compte. Voilà. Ça, malheureusement, je pense que c'est Alicem nous donne un bon exemple de ce que ça donne, c'est-à-dire qu'on a un truc qui était une idée qui était pas mauvaise quand elle est sortie et où l'accouchement du truc prend un temps qui est absolument rédhibitoire. Je veux dire, ça sort pas dans un délai qui fait que le truc est encore pertinent au moment où ça sort. Et ça, il y a un petit dommage parce que, alors vous allez me dire que je prêche pour ma paroisse, mais on n'est pas les seuls. Il y a en France ou en Europe, il y a des gens qui sont capables d'être des fournisseurs d'identité numérique efficaces. Et s'ils sont plus efficaces, c'est pas grave. Je veux dire, on peut les débrancher. C'est-à-dire qu'une identité numérique, c'est pas comme votre passeport. Votre passeport, vous allez le garder 10 ans. Votre identité numérique, si vous voulez la changer au bout de 3 semaines pour en prendre une autre, si vous voulez en avoir 4 en même temps, auprès de 4 fournisseurs d'identité, c'est pas grave. Le système, il serait plus, je dirais, plus fiable, plus innovant, plus dynamique, en se reposant sur des acteurs privés qui sont contrôlés par l'État. C'est le travail de l'ANSSI. De faire ça qu'avec un truc où c'est l'État qui va essayer de développer lui-même ses propres solutions avec les problèmes de calendrier dont on a parlé, de budget dont on a parlé, et en plus avec ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la défiance que ça va générer auprès de ça. Donc, en plus, et ça c'est un truc, un élément complémentaire, moi je ne crois pas à une Europe où dans chaque pays il y a 2, 3, 4 ou 5 fournisseurs d'identité différents. On n'arrivera jamais à résister au rouleau compresseur américain avec une approche comme ça. Donc, si vous avez une multitude de nains dans tous les pays européens, on sera à la merci de ce que feront Apple, Google, Facebook sur ce marché-là. Et quand vous regardez les travaux préparatoires qu'ils sont en train de mener, c'est pas très rassurant pour la souveraineté européenne en matière d'identité numérique. Et je trouve ça dommage. Si vous ramenez ça à un sujet qui est pas l'identité numérique, mais qui est un petit peu connexe, qui est celui de la signature électronique. On a fait une directive en 99 sur la signature électronique, et ça a donné lieu à 20 implémentations différentes. Donc chaque pays a fait sa loi sur la signature électronique, et forcément on s'est retrouvé avec 28 exigences différentes. C'était couru d'avance, ça c'est normal. Et donc, dans chaque pays, des entreprises se sont montées pour fournir des solutions d'identité numérique. Ensuite, en 2014, on sort le règlement eIDAS en disant que c'est plus possible, il faut fabriquer un marché unique digital et il faut qu'un fournisseur de signature électronique français puisse vendre ses solutions dans d'autres pays, etc. Et donc maintenant, on a ce marché unique. Les acteurs européens, ils sont restés assez fragmentés, et vous avez vu débouler des acteurs américains qui, eux, ont tout de suite eu une taille absolument énorme. Ils arrivent, ils achètent 2 entreprises européennes, et au bout de quelques années, si c'est pas le leader, parmi les leaders de la signature électronique en Europe. C'est normal. On peut pas... si on fragmente, on a plein de petites entités, et si on ouvre ensuite... elles passent un sale quart d'heure. Alors, pendant que vous étiez en train d'intervenir, Marc, Emmanuel répondait à plein de questions dans le chat. Emmanuel, notamment, vous avez répondu à des questions sur les collectivités territoriales, leur positionnement et leur conformité au RGPD. Vous voulez résumer un petit peu ?
Oui, c'est pas facile de jongler, Pas facile. de Entre revenir le à la chat, voix. c'est très fourni. Il y avait une question, mais qui dépasse la reconnaissance faciale, qui transitait par la vidéoprotection sur la conformité RGPD globale des collectivités territoriales. Et j'ai dit ce que je pensais, c'est-à-dire que il y a un gros retard des administrations et en particulier des collectivités territoriales. Enfin, c'est pire chez les collectivités territoriales que dans les administrations d'État parce que elles n'ont pas les moyens de leur conformité RGPD. C'est ce que je disais, c'est une combinaison explosive en matière de données personnelles que la commune ou le département, parce que il y a des problématiques en matière de données qui sont complexes. Il y a des données très sensibles au sens technique et au sens large chez ces responsables de traitement, et pour autant, ils n'ont pas d'argent à mettre. Malheureusement, dans du conseil RGPD, ça donne beaucoup de débouchés à nos stagiaires de master, et je m'en réjouis. Mais malheureusement que parfois, mes stagiaires de master arrivent dans une collectivité territoriale. On est en 2020, le RGPD est entré en application depuis plus de 2 ans maintenant, qu'ils arrivent et puis que rien n'ait encore été fait, et que ce soit démarrer la mise en conformité RGPD pendant leur petit stage de 3 mois, souvent je trouve ça absolument effrayant. Alors je vous dis pas que la situation est meilleure dans les PME, à vrai dire je n'en sais rien. C'est-à-dire peut-être que dans les PME c'est pas mieux, mais je dirais que dans les PME, bon, il y a peut-être pas beaucoup plus d'argent à mettre dans la conformité, mais souvent, c'est un peu intuitif ce que je vous dis là, ça pourrait être démenti, mais souvent entre une toute petite entreprise française et une petite commune, c'est plutôt la commune qui a quand même le plus de potentiel intrusif en matière de vie privée. Vous voyez, vous avez une police municipale assez rapidement, vous avez des traitements relatifs à des prestations sociales qui sont en partie gérés par vos secrétaires de mairie, donc vous avez de l'information, potentiellement délicate à manier, et pourtant vous n'avez pas les épaules pour le faire. Voilà, donc souvent je vois des catastrophes quand je vous dis dans les polices municipales parfois ce qui se passe, où ils utilisent Messenger pour s'envoyer des informations sur des enquêtes en cours. Des choses comme ça. Bon, voilà. Il y a peut-être pire encore, mais ou alors vous avez des ordinateurs dans certaines collectivités territoriales avec des informations très sensibles, et puis ils sont pas verrouillés. C'est-à-dire vous passez, vous secouez la souris, l'ordinateur se réveille, et puis vous avez accès à tout. Il y a aucun problème. Si vous voulez mettre une clé USB et partir avec tout, il y a aucun problème non plus. Enfin, voilà. Ça c'est la réalité de ce qu'on observe aujourd'hui. C'est un peu le manoir hanté du RGPD, les collectivités territoriales.